Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en. Il y a 70 ans, au cœur des montagnes du Nord-Vietnam, s'est déroulée l'une des batailles les plus emblématiques du XXe siècle, la bataille de Dien Bien Phu en Indochine. Du 13 mars au 7 mai 1954, cette vallée reculée a été le théâtre d'un affrontement brutal entre les forces coloniales françaises et les troupes vietnamiennes dirigées par le général Vo Nguyen Dia. La France est engagée en Indochine depuis 1946 afin de vaincre le Viet Minh du communiste Ho Chi Minh qui lutte pour l'indépendance. Le corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient s'efforce d'arrêter l'avancée des troupes communistes vers le Laos à partir de 1952, notamment en s'appuyant sur l'implantation de camps retranchés aéroterrestres sur lesquels doivent se briser les forces ennemies. Après un premier camp retranché implanté à Nha San, le commandement français décide de créer un second camp à Dien Bien Phu, une vallée située à 250 km de Hanoï, dans le Haut-Pays Thaï, à la frontière du Laos. Il s'agit ici ni plus ni moins d'une cuvette, entourée par des collines traversées par la rivière Nam Yum. Cette vallée est particulièrement humide et dont la zone fréquemment inondée se maintient souvent un important brouillard qui ne facilitera donc pas les largages aéroportés. Bien que les Français comptent près de 15 000 hommes au plus fort de la bataille, appuyés par des mortiers lourds et des canons de 105 mm, en face, ce sont 70 000 soldats, appuyés par plus de 100 pièces d'artillerie qui feront tomber en quelques jours parfois les positions fortifiées françaises. La victoire Viet Minh à Dien Bien Phu le 7 mai 1954 annonce le désengagement de la France d'Indochine. Les accords de Genève, la même année, reconnaissent le gouvernement démocratique du Vietnam et les États-Unis comblent immédiatement le vide laissé par le retrait de la France par crainte d'une perte du Sud-Vietnam au bénéfice des communistes. Pour évoquer ce sujet à la fois passionnant et poignant de notre récit national, je serai en compagnie de David Saforcada, président de l'Appel au Peuple, ancien président de France Bonapartiste dont j'ai eu plaisir à succéder, mais également ancien militaire et fin connaisseur, pour ne pas dire défenseur, de la mémoire de la bataille de Dien Bien Phu, objet évidemment de notre émission d'aujourd'hui. Dien Bien Phu, histoire d'une défaite prévisible, c'est tout de suite, 70 ans après les événements. Eh bien, bonjour David, et merci d'avoir accepté notre invitation en ce 70e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu en Indochine, dont l'épilogue est intervenu le 7 mai 1954. Au cours de cette émission, nous allons nous plonger dans les méandres de l'histoire pour comprendre les motivations derrière l'engagement français en Indochine. Nous examinerons également le déroulement des 56 jours de combat, mettant en lumière le courage des soldats français dans une guerre souvent jugée comme perdue d'avance. Enfin, nous analyserons les répercussions de la défaite française sur la scène internationale et son impact sur la perception mondiale de la colonisation. Cher David, je te propose ainsi de naviguer de manière chronologique et de commencer cette série de questions par la première. Peux-tu nous rappeler les circonstances qui ont conduit à la bataille de Dien Bien Phu et son importance dans le contexte de la guerre d'Indochine? D'abord, je te remercie, Christopher, d'avoir pensé à moi pour enregistrer cette émission hommage aux anciens de Dien Bien Phu et aux anciens d'Indochine, hein. Alors, les gens me connaissent beaucoup comme étant appréciant l'histoire des deux empires, mais j'ai aussi une passion pour la guerre d'Indochine et pour nos soldats qui sont battus là-bas. Donc, pour partir, pour répondre à ta question, en fait, si on veut parler de Dien Bien Phu, il faudrait quasiment remonter au début, il faudrait remonter à 1945, au mois de mars 45, au coup de force japonais, hein, qui décapite totalement au sens propre comme au sens figuré l'armée française en Indochine. Euh,
et qui donc élimine totalement, si je puis dire, les Français de la scène internationale sur le secteur. Et donc ensuite, il faut repartir à l'arrivée du corps expéditionnaire mené par le général Leclerc pour reprendre l'Indochine, enfin en tout cas réaffirmer la souveraineté française sur l'Indochine. Et de là va en découler une guerre avec les indépendantistes que l'on va appeler le Viet Minh. Ce sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, c'était leur appellation. Ah, d'accord. Et donc, on est dans une guerre qui va se dérouler sur les, je dirais les cinq parties de l'Indochine française, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le Cambodge et qu'il y a aussi le Laos. Et donc, le Vietnam, entre la Cochinchine, la Nam et le Tonkin, donc avec des combats plus ou moins importants en fonction des régions. Des combats qui se concentrent sur le Tonkin, notamment parce que le Tonkin, une partie du Tonkin est, si on pourrait dire, la base arrière du Viet Minh. Alors avec de nombreux combats de chasse et croisés, de victoires, de défaites, hein, le désastre de la RC4 qui va amener un retrait des troupes l'arrivée du maréchal Delattre au Vietnam avec les différentes victoires de 1951. Ensuite, on va avoir le général Salan qui va jouer d'aller-retour, si je puis dire, hein, toujours sur le Tonkin, avec notamment la bataille de Nassan, le camp retranché de Nassan, qui d'ailleurs elle va servir de modèle pour Dien Bien Phu, mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas aussi bien à Dien Bien Phu. Et on a aussi une montée en puissance de l'armée vietnamienne, parce que il faut se rappeler aussi que les Français, au fur et à mesure, ont évolué dans la façon d'appréhender le conflit indo-chinois. Et on se bat plus pour un Vietnam, on va dire, indépendant et libre du communisme. Et donc, on a aussi une montée en puissance de l'armée vietnamienne. Et aussi, on a quelque chose qui va être important sur la bataille de Dien Bien Phu, qui malheureusement ne fonctionnera pas. C'est l'appui sur toutes les ethnies notamment montagnardes et les ethnies du Nord-Vietnam, qui seront des alliés indéfectibles de la France. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on a Dien Bien Phu. D'ailleurs. Donc voilà, et donc on arrive à 1953. Le général Diap décide de s'attaquer au pays Thaï, pour ne pas confondre avec la Thaïlande. Les Thaïs sont une ethnie du Vietnam, dont la capitale est Lai Châu. Et donc le général Diap décide de s'attaquer et de prendre Lai Châu et potentiellement ensuite de pouvoir prendre le Laos. Le Laos étant considéré comme le ventre de l'Indochine. Ce qui entraîne donc au mois de novembre l'opération Castor. L'opération Castor a pour but de prendre le village de Dien Bien Phu afin de créer un point de fixation face au Viet Minh dans le but de l'empêcher enfin, de sauver le pays thaï et de sauver le Laos. Et ensuite, des erreurs venant du général Navarre et d'autres vont entraîner la bataille de Dien Bien Phu. Merci pour cette chronologie qui nous explique comment on arrive justement à cet épisode en fin 53, début 54 où les combats vont faire rage justement. Alors, quels étaient à ce moment-là les objectifs stratégiques des forces françaises et vietnamiennes pendant la bataille? Alors, l'objectif des forces françaises, bon, il faut savoir que le général Salan a été remercié, si je puis dire, hein, par le gouvernement français de l'époque. Le général Salan, qui est un vieil Indochinois, hein, il a fait une grande partie de sa carrière en Indochine. Donc, c'est le vainqueur de Nassan. Donc, il est remercié et il est remplacé, alors chose bizarre ou pas, il est remplacé par le général Navarre. Il n'a aucune expérience de l'Indochine. Le général Navarre, c'est un spécialiste de ce qu'on appelle le deuxième bureau, donc tout ce qui est renseignement. C'est un, si je pourrais dire, un spécialiste du centre Europe. Et on le parachute en Indochine en se disant, ben, vu que tu n'y connais rien, ce sera peut-être le meilleur moyen de sauver les meubles. Bon. Et donc le général Navarre propose un plan sur 2 ans, en fait. Euh, euh, le but étant que la France puisse euh, pas forcément quitter, mais se replier en laissant le plus de latitude possible au Vietnam libre, si on peut dire, hein, à l'empereur Bao Dai. Et donc,
Et donc, le général Navarre prévoit un plan sur 2 ans. Il prévoit une attitude défensive sur le Tonkin, tout en menant des offensives sur la Cochinchine et la Nam. Bon, la Cochinchine, on peut dire que il se passe plus grand-chose, hein. Le Viet Minh est présent, mais il se passe plus grand-chose sur la Cochinchine, hein. On aurait pu même se replier sur la Cochinchine, hein, si ça aurait pu être une politique, mais bon. Donc voilà, donc le général Navarre prévoit un plan de bataille sur 2 ans. Je disais donc une offensive sur la Nam, donc sur le centre Vietnam, afin de casser et d'éradiquer le Viet Minh dans le secteur. Une posture défensive sur le Tonkin et permettant une montée en puissance de l'armée vietnamienne, mais aussi de potentiels renforts qu'on y avait promis. Et sur l'année 1955, de passer à l'offensive sur le Tonkin, de casser le corps de bataille Viet Minh et donc potentiellement de pouvoir offrir une paix victorieuse, si je puis dire, à la France face au Viet Minh et à la Chine communiste, permettant d'asseoir bon, ben, le régime de Mao Dai et permettre à la France de garder une présence sur le territoire indo-chinois. Euh, avec une épine dans le pied. Cette épine dans le pied, c'est le Laos, parce qu'en fait, on ne sait pas quoi faire du Laos. Est-ce qu'il faut l'abandonner? Est-ce qu'il faut à tout prix le protéger et donc potentiellement revoir les plans prévus? Donc voilà, donc on est dans cette expectative. Et le Viet Minh, bon, ben lui, le Viet Minh, il a qu'une mission, c'est de casser le corps de bataille français afin de prendre le pouvoir. Et pour cela, il a plusieurs objectifs, donc qui est entre autres la prise du Laos, parce que la prise du Laos permettrait, en passant par le Laos, de pouvoir atteindre la Cochinchine, hein. De toute façon, ce sera aussi le cas lors de la guerre du Vietnam, hein, où potentiellement il n'y avait pas de guerre au Laos et les Américains bombardaient allègrement le Laos pour empêcher les convois Viet Cong d'amener armes et munitions. Donc voilà, et ensuite le Viet Minh s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est que les Français, grâce au GCMA, donc, qui est le groupement des commandos mixtes aéroports, les forces spéciales françaises de l'époque, qui s'appuie énormément, donc encore une fois, sur les minorités Hmong, minorités Tho, minorités Nung, Thaï, enfin, etc. On pourrait pas, j'aimerais bien toutes les énumérer, mais ça va être compliqué, donc je préfère leur rendre hommage en parlant des ethnies montagnardes du Tonkin. Et les Français donc, ont constitué des maquis et ces maquis posent d'énormes problèmes aux Viet Minh, notamment sur les zones de communication, sur la même mise du communisme sur les villages, où ça ne fonctionne pas du tout. Et donc, ils ont aussi pour but d'éradiquer ces maquis sur leurs arrières pour pouvoir ensuite passer à l'offensive. Et donc, l'attaque sur l'Aïcho, voilà, la fédération, la fédération de Thaï, eh ben, il faut l'éliminer parce que ça fait partie voilà, des ennemis potentiels du Viet, enfin, des ennemis pas potentiels, des ennemis tout court du Viet Minh. Et donc, il faut aussi les éliminer. Et on y reviendra. Et après, il va y avoir les, les tractations de Genève qui vont changer la donne aussi entre le mois de janvier et le report au mois de mars de l'attaque de Dien Bien Phu. Alors, pour revenir justement sur ces phases d'attaque, Euh, il y a des positions fortifiées au nom de la jante féminine qui sont organisées tout autour de la piste d'atterrissage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, cette stratégie de poste, de position fortifiée? En fait, on va reproduire ce qui a été fait à Nassan, hein, où à Nassan, c'est la même chose, hein. On va sécuriser une piste d'aviation, hein, c'est le cas d'In Minh Phu, il y a une piste d'aviation. Donc, on va sécuriser cette piste d'aviation en créant des points d'appui qui sont censés être sur les points hauts. Bon, on se rendra compte qu'à Dien Bien Phu, il y a des points encore plus hauts et ça va être une problématique. Et donc, ces points d'appui sont chargés de protéger donc, la piste d'aviation et bien entendu de s'appuyer mutuellement en cas d'attaque Viet Minh, attaque de masse. Chose qui avait parfaitement réussi à Nassan, mais pour 2 raisons. La première, c'est que le corps de bataille du général Giap n'était pas forcément aussi étoffé qu'il le sera à Dien Bien Phu, notamment en artillerie, mais aussi par le fait qu'à Nassan,
chaque point d'appui qui a été pris, hein, parce que les Viet ont pris des points d'appui pardon, lors de la bataille de Nassan. Chaque point d'appui a été immédiatement repris par les troupes françaises, ce ce qui a permis de ne pas avoir de trou dans la raquette, chose qui sera totalement différente à Dien Bien Phu. Et malheureusement, Dien Bien Phu, donc, ça a une cuvette. Effectivement, c'est une cuvette, mais il y a des points hauts, mais il y a des points encore plus hauts qui ont été quasi immédiatement impossibles à, bon, déjà à prendre. Il n'y avait pas de, comment dirais-je, il n'y avait pas d'utilité de les prendre, parce que ça aurait été très compliqué de les fortifier, etc., etc. Par contre, le fait de pouvoir les reconnaître aurait permis d'empêcher la mise en place des forces Viet Minh. Mais voilà, donc on a plusieurs points d'appui, comme tu le disais, avec des noms féminins. euh, Béatrice, Gabrielle, Dominique, Eliane, Isabelle, Junon, voilà, et qui seront chacune tenues par un élément, que ce soit légionnaire, que ce soit des régiments nord-africains, avec aussi des bataillons taille. Alors ça sera un problème, hein, les tailles ne sont pas des soldats faits pour les combats réguliers. Euh, donc voilà, et après je pense qu'on en parlera, mais la chute de ces points d'appui ben, entraîneront petit à petit l'asphyxie de la piste d'aviation et sa totale saturation, et ce qui entraînera d'énormes problèmes. Mais bon, l'histoire de la piste d'aviation, on peut aussi en discuter parce que faut savoir que Dien Bien Phu est en limite de rayon d'action, ce qui fait qu'on a un appui aérien qui est des plus limités sur le secteur, notamment chasseurs d'attaque au sol et bombardiers. Alors justement, voilà, ça me permet de rebondir sur cette vallée de Dien Bien Phu, hein, si on doit la situer. On est à 250 km de Hanoï, dans le haut pays thaï, frontière du Laos. Donc comme tu l'as évoqué et comme bah, l'histoire l'a retenu, c'est une cuvette entourée par des collines avec des hauteurs, dont tu l'as expliqué également, avec des hauteurs, mais avec des éléments qui sont encore plus en hauteur. Mais là, on est à 400-550 mètres, donc au niveau de ces hauteurs, traversée par la rivière, la Namyun. Donc c'est un site qui est extrêmement humide avec des pluies torrentielles fréquentes, inondations, brouillard. Finalement, c'est un terrain que n'importe quel général peut-être n'aurait pas choisi. Alors, oui, effectivement, mais c'est sûr. Alors, à la base, il n'y a aucune raison de rester aussi longtemps à tout. Dien Bien Phu, ça aurait dû être un coup d'arrêt et un rapatriement des troupes, voire un repli sur les bases du Laos. Chose qui aurait dû être faite. Bon, ils en ont décidé autrement, hein. Alors effectivement, on est sur un rayon d'action de notre aviation qui est très limité, hein. Alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que un chasseur bombardier, il a 10 minutes d'autonomie au-dessus du site, pas plus. Donc voilà, c'est compliqué. Il faut pas oublier, mais on en parlera sûrement qu'au même moment de Dien Bien Phu, donc à Nanam, il y a l'opération Atlante qui mobilise énormément de moyens aussi. Donc voilà, et ensuite pour parler de Dien Bien Phu, alors Dien Bien Phu, on va avoir oui, plusieurs problématiques. La première problématique, c'est pas forcément les inondations de la rivière, hein, qui va avoir son importance, mais la première des choses, en fait, c'est l'impréparation du terrain. Et beaucoup seront surpris. Alors après, ça dépendra des points d'appui, ça dépendra de qui occupe les points d'appui. Mais on aura des personnes qui vont faire des points d'appui dignes de nos réseaux de tranchées de Verdun, avec des casemates bien protégés, etc. Il y en a d'autres qui vont creuser des trous un peu moins profonds, qui vont mettre des toits un peu moins épais, parce que on se dit, bon, le Viet Minh, pour nous faire grand mal, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de se protéger? Et donc il y a ça. Après, effectivement, ben, quand il va commencer à pleuvoir, ben, les remblais des tranchées, etc., ben, ça va devenir un cloaque pas possible. Et après, la problématique pour les inondations, ça va être surtout ceux qui sont sur les points bas, qui vont connaître ben, la problématique des inondations. Et puis surtout, on va avoir un champ de bataille qui va être détrempé quasiment pendant une des grandes parties de la bataille. Donc on pourrait imaginer, enfin, oui, on va imaginer en fonction de ce qu'on a pu lire, hein, les combats de tranchées de la guerre de 14-18 avec tout ce que ça entraîne.
les corps qui pourrissent, les pieds qui pourrissent dans l'humidité, les blessures qui ne guérissent pas, enfin, tout genre de joyeuseté, si je puis dire. Donc voilà, non, non, on est sur un terrain des plus défavorables et beaucoup enfin beaucoup, oui, beaucoup de généraux qui sont venus visiter le champ de bataille en ont été étonnés. Des officiers qui étaient sur place étaient étonnés aussi avec cette Namyun qui coupe le champ de bataille en deux. Donc pour des interventions de contre-attaque, ça peut poser problème. Enfin, il y a aussi un drain justement pour faire évacuer les eaux, donc qui pose problème parce que ça peut aussi bien servir pour se cacher, pour monter une contre-attaque. Mais le Viet Minh, qui n'est pas bête, servira de drain aussi pour couper les contre-attaques. Non, non, on est vraiment sur un champ de bataille. Bon, voilà. Alors, on essaye de se rassurer. Chaque fois qu'il y a des visites, on essaye de se rassurer en se disant que ça tiendra, ça tiendra. Bon, moi, je veux pour exemple le général Gilles qui commande l'opération Castor. Quand on le relève de son commandement, il est très content de partir, quoi, hein. Donc voilà, en fait, c'est une multiplication d'erreurs, peut-être due à un trop plein de confiance et puis après des erreurs de commandement, voilà. Et un Justement, cavalier pour faire de par la rapport à ce défense. trop plein de confiance, est-ce qu'on avait pensé qu'on serait 15 000 du côté français face à un moment donné 70 000 en face? Alors peut-être, il y a déjà l'histoire du nombre, mais c'est surtout aussi l'histoire du matériel. On pensait peut-être pas que le Viet Minh serait capable de tenir sur la durée aussi longtemps, hein, c'est la première fois. Il y a le problème de l'artillerie. On ne pensait pas qu'il d'ailleurs le colonel Pierrot, qui commandait l'artillerie à Dien Phu, qui d'ailleurs se suicidera à cause de l'échec qu'il prend pour lui, hein, euh, avait dit que en fait, dès que les canons Viet Minh se mettraient à tirer, on serait capable de faire des tirs de contre-batterie et de les écraser. Le problème, c'est que ça n'a jamais été le cas. D'ailleurs, tellement un trop plein de confiance, c'est qu'on avait prévu une deuxième batterie de canons de 155 que le colonel Pirot n'a pas jugé utile. Voilà, et donc au bout de 2 jours de bataille, après la chute de Béatrice et de Gabriel, le colonel pardon, Pirot se suicidera. Geste plein de noblesse, mais totalement stupide de nos jours, et même à l'époque. Donc voilà, non, non, il y a un trop plein de confiance, alors que ce trop plein de confiance, il aurait jamais dû exister, parce que dès le début, hein, on donne pour mission aux troupes aéroportées qui sont sur Dien Bien Phu, notamment au 8e bataillon de choc, sur Dien Bien Phu et au premier régiment étranger de parachutistes. On leur donne des missions de patrouille. On parle d'aérer le camp retranché. Et ces missions, elles se retrouvent bloquées très très vite. Au début, c'est quelques kilomètres. Et puis après, à la fin, c'est quelques centaines de mètres. Ce qui prouve bon, mais déjà que le trop plein de confiance. Voilà. Et à un moment donné, il a été trop tard pour évacuer, comme on avait évacué Nassau. On pensait évacuer Dien Bien Phu, mais on avait mis trop de matériel, trop de moyens. Voilà. Et après, oui, il y a un trop plein de confiance et Navarre a trop de confiance dans son plan Atlante. Il pense qu'il va casser la machine Viet Minh dans Santranam et que ça va obliger les Viet à, à faire transfert de troupes vers les alors qu'en fait ce sera totalement le contraire. Alors, pour continuer, David, selon toi, quels étaient les facteurs clés qui ont contribué à l'issue de la bataille en faveur donc, des forces soviétiques dirigées par le général Diap? Ah, il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs. Bon, la première, comme je disais, c'est le fait qu'on soit en limite d'intervention de l'aviation. Là, ça compte lorsqu'on est en position défensive. Le fait d'être privé d'appui d'artillerie sur le terrain en lui-même ou d'appui d'aviation, d'attaque au sol, ça compte énormément. Pareil pour le bombardement. Alors les bombardements, c'est un peu plus compliqué parce que bombarder, il faut savoir qu'est-ce qu'on bombarde. Et pour cela, il aurait fallu connaître les emplacements des artilleries Viet Minh. Et beaucoup plus compliqué. Euh, Ensuite, ce qu'il a manqué, à mon avis, c'est aussi un véritable plan, hein, un plan B, plan de plan B. Donc là, je pense qu'il manquait un plan B. Moi, à titre personnel, alors, je pense que je suis pas le seul, mais je m'étonne encore une fois, que le général Navarre
qui maintenu l'opération Atlante sur la Nam. Euh, Ça a mobilisé deux bataillons parachutistes et en tête le nombre de bataillons d'infanterie, escadrons blindés ou autres, qui auraient peut-être été utiles pour lancer une offensive sur le Tonkin pour soulager les troupes de Dien Bien Phu. Il a manqué. Après, il y a comment dirais-je, euh, il y a une série de petites choses qui malheureusement font que le premier jour de l'attaque, donc le 14 mars, Dien Bien Phu perd le colonel Gaucher, qui commande la 13e DBLE, donc il commande la 13e DBLE, mais c'est aussi lui, on va dire, qui a la main sur l'ensemble des troupes de la Légion sur le terrain. Le point d'appui que tient le bataillon de la DBLE, Béatrice, pardon, son colonel, enfin, oui, je crois qu'il est colonel, je ne voudrais plus dire de bêtises, donc, mais lui aussi est tué dans les bombardements, donc on a les têtes qui sont décapitées dès le début. On va avoir aussi des troupes à la combativité plus ou moins inefficaces ou efficaces pour certaines. Donc les bataillons de taille, hein, la majorité des soldats de taille vont, hein, certains vont combattre, mais la majorité vont déserter. On va rencontrer aussi des problèmes avec les troupes nord-africaines. Alors certaines se battront avec le courage, mais beaucoup, elles, c'est pareil, elles fonctionnent beaucoup, si je pourrais dire, à l'affect. Et à partir du moment où leurs chefs sont éliminés, les troupes peuvent malheureusement se délitent. Donc il y aura des problèmes avec de nombreuses troupes nord-africaines. Et ensuite, on aura, euh, comment dirais-je, contre-attaque mal préparée, des troupes pas assez péchues, si je peux dire, dans leur action. Alors que, on le verra, on en reparlera sûrement, mais la seule véritable contre-offensive, c'est le bataillon Bijard qui l'amènera à la fin du mois de mars contre les positions de DCA. Malheureusement, les Français n'avaient pas la profondeur d'effectifs pour pouvoir tenir. Et il y aura plusieurs facteurs. On aura aussi une chaîne de commandement. On va avoir un colonel de Castres totalement effacé, hein. En fait, c'est le colonel Langlais et le chef du bataillon Bijard qui vont diriger la bataille. Ce sera une bataille de parachutistes. Et les parachutistes français, à l'époque, ont beau être les meilleurs soldats du monde. Euh, il arrive un moment, c'est pas possible. Ils peuvent pas pallier à Quand vous tout, en luttez à effet. 1 contre 10, ouais, ouais, c'est un tout. C'est un tout. Justement, tu évoquais ces troupes nord-africaines, ces troupes thaï, etc., qui désertaient. On les a appelés les rats de la Namyoon. Justement, il y a des opérations qui ont été menées contre eux pour récupérer matériel, médicaments, mais aussi pour tout simplement les éliminer. Est-ce qu'ils ont été, voilà, est-ce que quelque part, ils ont été déterminants aussi dans cet apport de faiblesse de la part du côté français? Alors, bon, on va quand même rappeler que dans les rats de la Dame Num, il y a aussi des Européens, hein. Il n'y a pas que des troupes thaï ou autres et nord-africains ou africains, hein, parce qu'il y a aussi appellerait péjorativement des terreurs sénégalais, mais on a des troupes noires africaines, notamment au sein de l'artillerie, mais pas que. Euh, oui, alors en fait, oui, on va dire qu'ils ont pesé dans la mesure où ben, automatiquement, quand on ne combat pas, ben, ça fait des trous dans la raquette. Et lorsque vous devez avoir une compagnie de combat qui doit être à 120 hommes, que déjà vous en avez perdu 50% dans les combats, euh, et que vous êtes dépassé, vous vous attendez normalement à être relevé par une compagnie de 150 hommes, et ça se fait pas parce que les compagnies, elles sont épuisées. À la fin, on fera même des compagnies de marche avec des gens de bataillons différents. Et donc, ces rats de la Namyun, c'est vrai qu'ils vont manquer en termes d'effectifs et pour tenir des positions. Ils vont aussi, alors ça, c'est la survie humaine. Donc, ils vont aussi voler des colis. Ils vont voler des colis de nourriture, notamment. Et donc, oui, il y aura de la chasse aux rats de la Namioun, parce que les combattants se disent, nous, on a besoin de manger parce que nous, on se bat. Et donc, on va pas se laisser voler par ces gens-là. Et puis après, il y a aussi des vols, malheureusement, de colis, parce que les colis, ils ne les reconnaissaient pas forcément. Et donc, s'ils tombaient sur un colis de plasma, mais pour eux, le plasma n'avait pas de valeur, donc on le jetait. Ça aurait permis de sauver peut-être des vies pas, hein, si on aborde le cas des prisonniers après. Voilà, non, non, il y a le cas des rats de la Namium qui est
dirais, qui fait partie des réactions de l'espèce humaine, hein. Tous les hommes ne sont pas des héros, tous les hommes ne sont pas des salauds, et à un moment donné, face à l'ampleur des combats, au fait de ne plus avoir de commandement, de ne pas voir l'issue, voilà. Et donc, et moi, ce que je trouve dommage, alors aujourd'hui, c'est un train un peu de changer. On évoque beaucoup Dien Bien Phu, les rats de la Namnoon, euh, et on oublie de parler des héroïnes de Dien Bien Phu. Alors, peut-être pour une simple chose, c'est que ces héroïnes, ben, elles travaillaient dans un BMT, enfin, dans deux BMT, c'est-à-dire alors, bordel militaire de campagne. Donc, ces héroïnes, c'était des prostituées. Donc, il y avait des prostituées vietnamiennes, il y avait des prostituées nord-africaines. Ces filles auraient pu être évacuées au début de la bataille. Elles ont refusé d'être évacuées. Et elles sont devenues, alors non pas infirmières, hein, mais elles sont devenues aides-soignantes. Euh, le métier d'aide-soignante aujourd'hui en France est compliqué dans un EHPAD ou autre. Alors imaginez d'être soignante dans un coup de combat d'In Bien Phu, bon, voilà. Et elles ont eu un sort peu enviable, notamment pour les Vietnamiennes. Aucune n'en a réchappé. Elles ont toutes été exécutées quasiment à la prise fait à la chute du camp retranché. Et donc, lorsqu'on parle des rats de la Nam Nune, on parle de ces hommes qui, par lâcheté, alors pourquoi la lâcheté? Ça, encore une fois, c'est un débat, hein, on ne sait pas comment on aurait réagi. Mais face à la lâcheté des rats de la Nam Nune, moi, je préfère parler d'héroïsme des demoiselles de Dien Bien Phu. Justement, ça me permet d'arriver sur ce fameux 7 mai 54 des fêtes françaises. Ce sont 11 721 soldats français qui ont été faits prisonniers. Et sur ces 11 721, il y a 3 290 seulement d'entre eux qui reviendront des camps de la mort Viet Minh. Comment on explique que 70% de ceux qui avaient survécu au combat soient morts en captivité? Alors, le Viet Minh l'explique d'une façon simple. C'est qu'en fait, s'il y a eu des pertes, c'est que les soldats corps expéditionnaires, les soldats coloniaux, n'étaient pas faits pour vivre comme vivait le soldat Viet Minh. Parce que si on écoute les Vietnamiens, les soldats français ont reçu les mêmes rations qu'avaient reçu les soldats Viet Minh, enfin, etc., etc. Bon, ça, c'est l'explication du peur et de celui qui n'ose pas admettre, avouer 700 l'inavouable. km de marche, hein, si j'ai bien lu. Et oui, voilà, ouais, 700 km de marche, dans des conditions plus ou moins humaines. Les blessés étaient abandonnés à leur triste sort quand ils n'étaient pas exécutés. Les malades n'étaient pas soignés. Et dans les camps étaient de véritables mouroirs. Où encore une fois, si vous aviez le malheur, entre guillemets, d'aller à l'infirmerie, ben, vous saviez que vous ne pouviez pas en ressortir. Vous étiez soumis quotidiennement au lavage de cerveau communiste. Euh, Oui, c'est ce les qu'on a tendance à communistes, oublier aussi, c'est que c'est pas qu'une captivité, c'est aussi quelque part un réendoctrinement militaire oui, 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 pendant oui, quatre oui, ah mois ben, oui, parce qu'on et politique. on va obliger les militaires français, on va leur faire signer des papiers comme quoi ce sont des méchants colonialistes, que le communisme c'est la paix, enfin, etc., etc. Alors certains refuseront tout au long de leur captivité de signer, d'autres le feront, mais le feront en prévenant leurs camarades et leurs hommes qu'ils le font. S'ils le font, c'est pour améliorer les conditions de détention et non pas parce qu'ils trahissaient leurs frères d'armes et pour lesquels ils se battaient. Donc voilà, donc des hommes soumis quotidiennement à des vexations, soumis quotidiennement à un lavage de cerveau, soumis quotidiennement à certaines corvées. Alors corvées qui auraient pu paraître banales pour des personnes nourries correctement, soignées correctement, et qui là entraînaient des choses terribles. Euh, donc en fait, on était dans des mouroirs. Alors contrairement au camp de la mort nazi, il n'y avait pas d'exécution, il n'y avait pas de plan d'éradication, si je puis dire, en tout cas pas physique. On laissait faire la nature, enfin, on aidait la nature aussi. Et on parlait des héroïnes de Dien Bien Phu, et on pouvait aussi parler des salopards des camps de rééducation Viet Minh, euh, dans lesquels certains des commissaires politiques français d'obédience communiste. Un des plus célèbres est Monsieur Boudarel, qui rentrera en France tranquillement, qui sera même professeur d'université
Et il faudra qu'un jour, il mène une conférence pour qu'il soit reconnu par des anciens de Dien Bien Phu. Nous dénoncerons, mais il n'empêche que ce monsieur ne sera pas inquiété. Et donc, ce gars-là fait partie des pires tortionnaires, alors, psychologiques, hein, pas la torture psychologique, la torture physique, a fait partie des pires tortionnaires que nos soldats aient eu à affronter. Et effectivement, sur 11 000 et quelques prisonniers, il n'y en a que 3 000 et quelques qui sont rentrés. Bon, sur les 11 000, il faut quand même penser aux blessés très graves qui ont été rendus à la fin de la bataille. Alors là, pareil, je ne sais pas très bien comment le Viet Minh a fait son tri, hein, parce qu'on s'est retrouvé avec des gars qui pouvaient quasiment pas marcher, mais qui ont fait les 700 km de marche. Alors justement, on est face quelque part à deux visions. On dit beaucoup que finalement les Viettes ont lutté face aux Français colonialistes pour l'indépendance. Mais de notre côté, on n'avait pas cette vision-là. On avait cette vision, on en a parlé un petit peu hors antenne, mais je te repose la question sur la lutte contre le communisme. Donc ces deux visions quelque part s'affrontent, les deux, la même scène quelque part militaire sur deux idées différentes. Quelque part où se situe la vérité, en quelque sorte, sur ces actions-là. Tout dépendra où on se place, si je puis dire, sur l'échiquier politique. Communistes de l'époque t'auraient dit qu'ils luttaient aussi pour la liberté. Alors, une vision de la liberté qui est différente. La liberté que va t'accorder le parti unique qui peut un jour te nourrir, le lendemain t'exécuter parce qu'il considérera que tu n'as pas suivi la ligne du parti. Et de notre côté, des Français qui, au début, je pense, il faut se dire que la France a subi l'affront de la défaite de 40. Grâce au général de Gaulle, elle a pu s'asseoir à la table des vainqueurs, mais bon, à la pointe des pieds, en fait, hein. Sur la pointe des pieds, on est arrivé sur la table des vainqueurs, hein. Et qu'à un moment donné, il faut reprendre un certain prestige, une certaine place. Cette place, elle passe par l'Empire, bien que le général de Gaulle, dès le début de sa carrière, a une vision de la colonisation qui est différente. Hein. Il est pour l'émancipation, hein. Bon, à part que là, il va amener quand même à une position un peu ambivalente en 45-46. Donc oui, d'un côté, vous avez des Français qui se battent pour la liberté du peuple vietnamien de choisir comment il veut être dirigé et est-ce qu'il veut continuer à travailler avec la France ou pas. La liberté des ethnies. Donc chacun a sa vision de la liberté. Maintenant, avec le recul, lorsqu'on voit ce qu'a donné la liberté communiste et qu'on voit jusqu'où elle a pu aller, notamment au Cambodge avec les Khmers rouges, on se dit que le combat pour la liberté, côté des Français, alors peut-être qu'ils l'ont mal appliqué, ils n'étaient pas forcément équipés politiquement et militairement. D'ailleurs, ils étaient plus américains qui d'ailleurs ont joué un rôle plus ambigu, non pas au début, jusqu'à la guerre de Corée. Et ça, on peut dire merci à la politique de M. Roosevelt. Donc voilà, donc le Viet Minh dira toujours qu'il se battait pour la liberté. Les Français aussi. Maintenant, voilà. Alors le Vietnam aujourd'hui a évolué, mais quand on parle de liberté individuelle au Vietnam, il faut toujours se méfier. Mais quelque part, c'est se dire que la liberté et l'indépendance sur une vision unique n'est peut-être pas la même vision de la liberté et de l'indépendance que justement voulaient défendre les Français. Du coup, j'en viens, on en parlait un petit peu, tu as évoqué donc, le général Navarre, donc je ne peux pas résister à poser cette question. Finalement, quels seraient les responsables de la défaite de Dien Bien Phu selon toi? Est-ce le général Henri Navarre? Est-ce la classe politique française de l'époque, ayant conservé peut-être et en quelque sorte une pensée coloniale dépassée? Ou bien est-ce tout simplement la volonté inébranlable du Viet Minh à croire à leur indépendance? Et encore, on vient de définir un petit peu les contours du mot indépendance, mais largement aussi aidé pour cela de la nouvelle République populaire de Chine. Là, je pense qu'on va le prendre de ce côté-là, hein. Sans l'appui de la Chine communiste, je pense que les choses auraient été différentes. Le Viet Minh, pardon, n'aurait pas pu se construire le corps de bataille qui s'est constitué. Bon, d'ailleurs, les mauvaises langues nous expliquent que, en fait, les officiers qui menaient les opérations, enfin, en tout cas à l'échelle stratégique et opérationnelle autour de Dien Bien Phu, étaient des officiers chinois, vietnamiens. Enfin, les officiers vietnamiens, on les retrouvait aux échelons subalternes, mais apparemment, le général Giap était très bien entouré. Donc, bon, donc déjà, une des premières causes de la défaite,
vient de la Chine communiste. Au niveau français, effectivement, il y a plusieurs choses. C'est qu'on a un gouvernement de la quatrième République qui ne sait pas quoi faire du Vietnam. Euh, les Français qui ne s'intéressent pas, c'est une guerre de volontaires, il n'y a pas d'appel au Vietnam. Enfin, en Indochine, pardon, donc ça intéresse les Français, sauf politisés, entre guillemets, notamment ceux du Parti communiste, qui auront des attitudes limites, pour ne pas dire autre chose, vis-à-vis des Français. Mais ensuite, après, je pense que c'est sur le terrain. Et sur le terrain, il y a plusieurs niveaux pour moi. Donc, bon, déjà, il y a le plus haut niveau, le général Navarre, mais aussi le général Kony. Les deux ne peuvent pas s'entendre. L'un fait croire à l'autre que ça va tenir. L'autre se dit que de toute façon, ça tiendra le temps que Atlante se passe, etc. Ça, c'est la première chose. Et pourtant, de nombreux généraux leur disent qu'il faut, nombreux généraux ou officiers leur disent qu'il ne faut pas. Le général Salan est côté, euh, un colonel ou un général qui commande l'armée de l'air sur place, il est opposé. Enfin, voilà. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses et j'en veux pour preuve. Donc le 14 mars, c'est le début du combat, c'est la chute de Béatrice. Le 15 mars, c'est l'attaque de Gabriel, qui est tenue par le régiment de tirailleurs algérien. Euh, bon, Béatrice, c'est un choc. Pas de contre-attaque qui est préparée. Fait, c'est un choc de Béatrice, c'est un choc. La chute de Gabriel est aussi un choc, mais il y a une contre-attaque qui est prévue. La contre-attaque se monte, comme par hasard. Comme par hasard, il y a deux bataillons qui Dien Bien Phu depuis le début. La mission était justement les contre-attaques pour prendre les points d'appui. Donc c'est le choc et le PEP, un régiment de para colonial et un régiment de para étrangère. Euh, le huitième choc, qui connaît comme sa poche le terrain de Dien Bien Phu, n'est pas envoyé à la contre-attaque. À la contre-attaque, on y envoie le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens, sous le nom de qui est parachuté le 15 dans l'après-midi, si je ne me trompe pas, ou le matin. Donc, il n'a aucune, qui n'est absolument pas le champ de bataille. Et c'est lui qu'on envoie la contre-attaque. En plus, il a plusieurs kilomètres à faire, etc. Donc, on a des erreurs, même au niveau tactique sur place, on a des erreurs. Et ces erreurs, malheureusement, on essaiera de les combler en parachutant dès le 16 mars sur la cuvée de Dien Bien Phu, une des figures de la guerre d'Indochine, en pensant que là où il est, tout réussi. Ben, c'est le 6e bataillon de parachutistes coloniaux du commandant Marcel Bijard. Bijard qui prendra le relais avec le colonel Langlais qui commandait l'ensemble des troupes d'intervention. Mais même eux, ils réussiront pas. Et d'ailleurs, il y avait des bisbilles entre l'anglais. Enfin, si on suit toute la chaîne, hein, on va trouver des fautifs à tous les niveaux. Mais voilà, pour moi, le premier fautif militaire, c'est celui qui a mis en place la stratégie. C'est le général Navarre qui n'a pas, qui a voulu mener un combat sur deux fronts, alors qu'il aurait dû, lorsqu'il a décidé d'accepter la bataille de Dien Bien Phu, aurait dû faire cesser encore une fois l'opération Atlante et jeter tous ses pions dans la bataille, ne serait-ce que sur les arrières du Viet Minh pour desserrer les taux autour de Dien Bien Phu et soit permettre une sortie en force vers le Laos, soit pourquoi pas casser une partie du corps de bataille Viet Minh pris entre deux feux. Après, quand arrivent les accords de Genève, alors là, c'est le délitement le plus total. On abandonne tout. Et le pire, c'est qu'on abandonne les ethnies, encore une fois, du Tonkin, qui pourtant s'était libéré, hein. Il y avait une grande partie du territoire tonkinois qui était au mains des maquis, donc qui s'était libéré de la prise. Alors ça paraît bizarre, ça aussi, hein. Le Viet Minh gagne la bataille de Dien Bien Phu, et pourtant les ethnies arrivent à libérer une partie du territoire du Tonkin, et ils seront obligés de tout rendre en 55 quand les Français vont partir. Et après, si on suit, ici, pour le coup, on fait juste de la comptabilité macabre, malheureusement, pour le coup. La défaite de Dien Bien Phu, effectivement, on y perd les bataillons d'élite parachutistes, hein, mais si on fait un simple calcul, on ne perd pas grand-chose. Donc il y a possibilité de continuer la guerre, hein. Seulement, on est assommé par le choc de Dien Bien Phu. Mais si je veux faire de la comptabilité,
Et on a perdu une bataille, mais on n'a pas, à 10 000 fois, on n'a pas encore perdu la guerre. On la perdra à Genève. Oui, et puis du coup, au niveau des accords de Genève, le Viet Minh arrive en force, justement, puisque c'est après les événements du 7 mai. Oui. Et d'ailleurs, bon, à la base, le général Giap a l'intention d'attaquer Dien Bien Phu immédiatement. Je pense qu'il a prévu, dès le mois de janvier, de tenter un assaut qu'il ne fera pas parce que justement, on lui apprend qu'il va y avoir des discussions à Genève et que donc potentiellement, ce serait peut-être mieux de mettre tous les atouts dans sa poche et de remporter une victoire juste avant de Genève, plutôt qu'avant, parce qu'avant, justement, ça n'aurait pas eu un même impact politique. Et les Français auraient pu se dire, bon, ben, ok, on a perdu une bataille, ça n'aurait pas été la première, malheureusement, sur le sol vietnamien, et donc continuer le combat de 40. Donc c'est pour ça, hein, et donc Genève, effectivement, Viet Minh ressort vainqueur des accords de Genève. Mais encore une fois, alors que sur le terrain, et je reprends l'exemple des maquis montagnards, ils ont libéré une grande partie de leur secteur sur le Tonkin. Alors, du coup, j'en arrive à cette question, évidemment, c'est quel a été l'impact de la défaite française à Dien Bien Phu, que ça soit sur le dénouement de la guerre d'Indochine, mais aussi sur le processus de décolonisation de la région? Ouais, l'impact, il a été que, effectivement, hein, on va donc les accords de Genève qui vont faire en sorte que l'armée française va se plier. Donc, il y a une scission du pays en deux. Donc, le nord qui devient communiste, le sud va connaître une histoire chaotique. On a aussi un Laos et un Cambodge qui retrouvent leur pleine souveraineté, et aussi le paieront très cher ensuite, hein. Et de notre côté, on aura des militaires français euh, qui auront été marqués par cette guerre d'Indochine, marqués par le communisme. Et le but, à un moment donné, on en revient à la question posée sur le combat pour la liberté. Alors pareil, est-ce que les Américains sont pour la liberté, en tout cas de leur liberté à eux? Et c'est pas bon de laisser le communisme gangréner l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, ce qui arrivera, hein, enfin, en tout cas, ce qui arrivera sur la Thaïlande ne sera pas concernée, si je puis dire. Mais le but était de combattre l'hégémonie communiste. Euh, Chine et la Russie n'étaient pas forcément amis, mais on avait quand même un bloc communiste. Donc le but, il est là. Il y a encore cette idée sous-jacente de se battre pour la liberté. Maintenant, quelle liberté? C'est encore une fois, on en revient à la question. On Quelle est en revient la aux questions qu'on se posait en effet il y a quelques instants, hein, voilà. tout à fait. Donc oui, mais ensuite, ça va entraîner oui, les Américains qui vont tout faire pour sauver le Vietnam, avec les résultats que l'on verra. On a des intérêts politiques, mais les mêmes que l'on retrouve aujourd'hui, avec les mêmes tambouilles, si je puis dire, à partir du moment où une nation va trouver un intérêt économique ou stratégique dans un pays. On est passé de la politique de Roosevelt qui combattait la France, enfin, oui, si, qui combattait la France parce que c'était un pays colonial, tout en colonisant les autres, mais différemment. Et ça me permet de conclure avec cette dernière question, justement, 70 ans après les événements de Dien Bien Phu, quels sont les principaux finalement enseignements que nous pouvons tirer de l'histoire de la bataille et finalement son impact sur le monde contemporain? Était-ce une guerre pour rien? Certains ont même parlé de sale guerre. Où se situe la réponse à cette question? Ah, une guerre pour rien, alors, sauf les guerres qui vont concerner la préservation ou la libération du national, hein. On peut dire que toutes les guerres où on va mourir pour quelque chose qui nous paraît lointain sont des guerres pour rien. Après, ça va dépendre comment on les interprète. Je ne pense pas que nos soldats qui se battaient là-bas considéraient que c'était une guerre pour rien. Ils avaient sûrement pas la même approche que les politiques à Paris et sûrement pas la même approche que certains ont aujourd'hui, hein. Alors, Euh, je te rejoins sur la guerre pour rien, mais du coup, était-ce une guerre perdue d'avance? Encore une fois, je reviendrai à ta question. Lorsqu'on se bat contre une liberté, est-ce qu'on est sûr de gagner ou pas?
Non, elle n'était pas perdue d'avance. Il aurait fallu mener les choses différemment. Alors, soit négocier avec le Viet Minh dès le début, avec Ho Chi Minh, bon, compliqué. Soit dès le début, travailler à une véritable. Parce que c'était un peu le but, hein, l'Union française, c'était un peu ça. C'était des États indépendants, mais un peu sous la coupe de la France. Donc, est-ce qu'il aurait fallu faire comme ça, choisir le bon cheval? Bah, Odaï n'était pas forcément le bon cheval, si je puis dire ainsi, si je peux parler ainsi. Ou il aurait peut-être fallu être encore plus sournois. C'est-à-dire que, par exemple, la fédération de Thaï lui donnait vraiment l'indépendance du pays de Thaï, par exemple. On aurait pu imaginer plein de choses. Donc, perdu d'avance, sincèrement, je sais pas. Euh, je pense que mener plus intelligemment, ça aurait pu être une belle victoire, pas forcément militaire, mais une belle victoire politique. Maintenant, une sale guerre, ouais, en fait, il n'y a aucune guerre qui est propre, déjà, dans le premier temps. Ensuite, Et les il faut. enseignements, justement, 70 ans après, sur quel regard on a aujourd'hui sur Dien Bien Phu? À Dien Bien Phu, on a la problématique d'un côté, et je le vois sur les réseaux, hein, parce que là, sur les réseaux, on parle beaucoup de Dien Bien Phu, hein, pour les 70 ans. Donc, vous avez toujours le discours colonial, la guerre coloniale, les méchants français, les assassins, les ceci, les cela. Bon, moi, je pars du principe que les Français qui se battaient là-bas, ils se battaient pas pour ça. Ça va paraître bizarre, mais pour moi, ils se battaient pour les copains, hein, c'était une histoire de copains. C'est bizarre de dire que c'est une histoire de copains pour faire la guerre, mais je pense que, enfin, de toute façon, arrivé à un certain niveau, on le voit que comme ça, on est là pour sauver sa peau et pas autre chose. Maintenant, moi, je pense qu'il y a un devoir de mémoire pour ces soldats qui ont été oubliés parce que, encore une fois, il y a pas d'appelés en Indochine. Ce ne sont que des volontaires. Moi, je pense que la France s'honorerait de demander au Vietnam de pouvoir créer un carré militaire à Dien Bien Phu, voire de pouvoir laisser ses dépouilles sur le monument aux morts au monument aux morts qui se trouve à Dien Bien Phu. Monument aux morts qui a été construit par un légionnaire à titre privé par l'État français qui a construit ce monument aux morts, hein. C'est un légionnaire qui l'avait construit sur ses deniers personnels. Donc voilà, donc moi je pense que on doit se rappeler de ces soldats. Ça fait 70 ans. Et donc j'en reviens à ces anciens de Dien Bien Phu, il en reste encore aujourd'hui. Et moi c'est toujours avec émotion que j'en rencontre, alors de moins en moins, malheureusement. Euh, donc je pense que c'est une guerre qu'on ne doit pas oublier parce qu'elle a été faite par des engagés et que certains ont considéré que c'était une sale guerre. Et ceux qui ont considéré que c'était une sale guerre, c'est les mêmes qui ont applaudi à la chute de Saïgon et ce sont les mêmes qui ont applaudi lorsque les Khmers rouges sont rentrés dans Phnom Penh. Et ce que je voulais dire, c'est que nous, on a cette chance-là quelque part. Moi, à chaque fois, quand je pense à Dien Bien Phu, quand je pense à l'Indochine, ben, je pense à tous ceux qui n'ont pas eu de chance, c'est-à-dire tous les soldats vietnamiens, alors qu'ils soient anamites, qu'ils soient membres des minorités, mais que ça soit dans les troupes régulières ou dans les autres troupes irrégulières, qui, pour certains, n'ont pas pu quitter l'Indochine, n'ont pas pu quitter le Vietnam communiste, n'ont pas pu quitter le Laos communiste, qui, pour certains, notamment au Laos, ont subi une campagne d'extermination, hein, je pense notamment au Hmong. Et donc, moi, je pense tout le temps à ces gens-là qu'on a abandonnés. Alors, aujourd'hui, en France, on pense un peu plus à eux, mais on a fait beaucoup pour les Harkis, et ils le méritent. Je pense qu'on devrait aussi en faire beaucoup les oubliés d'Indochine, qui sont les Français, les légionnaires qui ont participé aussi, mais aussi toutes les minorités et même les Anamites, les Anamites, oui, qui ont participé et qui aujourd'hui, en France, sont inconnus. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a un devoir de mémoire à faire, compliqué, guerre lointaine, guerre d'occupation, etc., pour laquelle des jeunes de 20 ans sont allés mourir, et sont allés mourir pour les copains. Et je pense aussi, et on l'a évoqué tout à l'heure en off, on en discutait, je pense aussi à tous ces volontaires, pas parachutistes, et pour les copains, une fois pour les copains. Et je pense aussi à tous ces blessés de Dien Bien Phu qui auraient pu se planquer hein, avec les rats de la Namibie, essayer de se planquer, et ben, qui ressortaient, qui repartaient, qui avec un bras en moins, qui avec une jambe en moins, mais qui retournaient au combat ben, pour les copains.
C'est justement ce que j'apprécie dans ce genre d'émission, c'est que finalement c'est notre travail aussi de devoir de mémoire pour rendre hommage à ces hommes, mais aussi à ces femmes, comme nous avons évoqué, pour ne pas les oublier, et que au final, dans ce qui pourra ressortir de cet échange, c'est que le français n'est pas forcément le colonialiste qu'on veut bien faire croire, mais il se battait également pour une liberté, une certaine liberté, avec une définition qui était bien différente de celle des hommes qui étaient en face. Et si tu peux me permettre, hein, je dirais que certaines ne vont pas être d'accord avec moi, mais je crois que c'est une des choses qui a toujours fait avancer le soldat français, hein. Alors, encore une fois, avec chacun a sa vision de la liberté, etc. Et chaque fois que le soldat français se bat, et notamment à l'extérieur, hein, donc lorsqu'il s'agit de la liberté du territoire national, c'est totalement différent. Mais je pense qu'à chaque fois, il y a cette notion de cette vision de la liberté, que ça soit euh, pas récemment Sahel, que ça soit un peu plus tôt en ex-Yougoslavie. Alors là, je ne rentre pas dans les considérations politiques, parce qu'on là, on pourrait faire de la politique et on pourrait avoir une vision différente, mais pour avoir côtoyé des militaires qui ont connu ces différents épisodes, il y a toujours cette ère de liberté dans le combat qu'ils portent. Le drapeau bleu, blanc, rouge, pour beaucoup, il représente cet esprit de liberté. Et, là, je vais encore prendre, mais même en Algérie, les militaires, ils se battent pour la liberté. La liberté des Algériens de choisir de rester français, parce que la majorité voulait rester français. C'est pas le. Et voilà, donc il y a le militaire français, on est obligé de lui rendre hommage parce que il y a bien un militaire qui n'est pas idéologique, c'est bien celui-ci. Même lorsqu'on veut lui faire porter la casquette idéologique, ça a été le cas en 61, et parce que j'en ai discuté il y a 2, 3 jours justement de ça. On parlait de la différence militaire français. Le général Salan, fait le putsch d'Alger. Il n'y a pas de meurtre. Et il y aura les commandos OAS, mais ça c'est pas grave. Je veux dire, les auteurs du putsch, ils éliminent personne. Le général Franco, lorsqu'il fait son putsch, la première chose qu'il fait, c'est qu'il flingue à tout va. Le militaire français, il n'est pas comme ça. C'est justement bien parfois de le rappeler, justement. Eh bien, écoute, David, tu sais bien que voilà, j'ai forcément pensé à toi pour ce sujet de Dien Bien Phu, tant je connais ta passion pour ce sujet. Et voilà, tu as démontré largement aujourd'hui. Tu nous as permis de relever un petit peu les contours de cette bataille. Je dirais pas qu'il est trop souvent oublié, mais dont on oublie parfois les causes, les raisons et aussi les conséquences. Voilà, tout ce que tu as pu évoquer, c'est un réel plaisir de pouvoir en discuter avec toi. Donc voilà, donc 70 ans après les événements cette année, le 7 mai 2024 fait référence au 7 mai 1954, 70 ans déjà, et j'espère qu'on va continuer à en parler. J'espère aussi, et j'espère qu'on évoquera cette armée française, pourquoi pas au travers de d'autres. Je prends note de l'invitation et c'est un vrai plaisir, David. Je te remercie. Je te remercie en tout Merci cas. à Je toi. remercie tous ceux qui nous regarderont, et j'espère que ça leur donnera l'envie de creuser le sujet, ou en tout cas le 7 mai prochain, enfin ce 7 mai, pardon, 7 mai prochain, hein, parce que 2025, 2026, etc., d'avoir une petite pensée pour tomber là-bas. Et voilà.